Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, c'est l'homme qui n'a pas inventé Internet et pourtant sans ses travaux, eh bien le réseau n'aurait jamais pu voir le jour. Louis Pouzin, informaticien français, messieurs dames, est notre rôle modèle à suivre. Damien Douanier aujourd'hui a une idée derrière la tech et on va plonger dans l'histoire d'une victime collatérale de ChatGPT, la tech américaine Chegg qui a perdu près de 50% en bourse en une seule journée après avoir annoncé travailler avec OpenAI. C'est ça, on va voir si ChatGPT a presque tué une start-up EdTech. Notre question du jour, on va mettre le cap sur l'archipel guadeloupéen, puisque depuis 2 ans, la Guadeloupe a rejoint les départements qui explorent les territoires numériques éducatifs, les TNE pour les intimes. Quel enseignement en tire-t-elle? Et puis, ce qu'on peut aussi faire que la Guadeloupe devienne l'archipel de l'EdTech. Une conférence fait le point sur ces questions. On sera en duplex au Gosier avec nos invités. On ne peut pas faire sans lui, évidemment, Gaël Musquet. Gaël, tu es notre hacker éthique préféré et notre envoyé spécial pour School TV dans l'archipel guadeloupéen. Tu es en duplex avec plusieurs invités. Claudie Mauvrel-Villouin, vous êtes inspectrice adjointe au rectorat de l'Académie de Guadeloupe. On va en parler avec vous dans un instant. Et puis, en deuxième partie, tu seras rejoint par Pascal Pierre-Louis, cofondateur du Parc Numérique, l'association qui accélère la tech dans les Outre-mer. On en parle avec vous, messieurs, dames, dans un instant, mais d'abord, focus. Et c'est un pionnier informaticien avant même que le mot n'existe. C'est ce qui s'amuse à dire. Louis Pouzin a bientôt 92 ans et est l'un des pères d'Internet, peut-être malgré lui. Portrait d'un rôle modèle à suivre avec Xavier Terrade. Vincerf reconnaît que ses travaux l'ont inspiré pour l'élaboration du protocole de transport d'Internet TCP. Car en effet, l'ingénieur en informatique Louis Pouzin, né en 1931, a contribué dans les années 1970 au développement des réseaux à commutation de paquets, système précurseur d'Internet. Auparavant, l'ancien élève de Polytechnique avait travaillé dans les années 1950 pour la compagnie industrielle des téléphones et la société d'informatique Bull, alors qu'il a ensuite travaillé chez Météo France en 1969. Il a rendu visite aux universitaires en charge du réseau américain ARPANET. Quelques mois plus tard, il entre à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique pour mettre en place une version française de cet ancêtre d'Internet. J'ai intégré l'IRIA quand le gouvernement de Gaulle, à l'époque, avait décidé de faire un réseau comme l'ARPANET. C'est à partir de ce moment-là que je me suis plongé dans les réseaux. Il n'y avait pas grand-chose à lire d'ailleurs à l'époque. Il y avait une demi-douzaine de bons documents. Et puis, il n'y a pas de machine. Ce réseau français s'appelait Cyclade. Louis Pouzin était chargé de mettre en place une communication pédagogique présentant le fonctionnement de ce réseau qui a permis de relier 25 ordinateurs en 1975. Il fallait déjà dégrossir le sujet pour que les gens puissent travailler avec les outils. C'est en même temps qu'on a écrit, on pourrait dire, je dirais pas le manuel, mais on a écrit le bouquin qui servait d'introduction à ce futur réseau. Et ça a été très réussi parce que, à l'époque, personne n'était capable de parler de réseau en dehors de gens assez avancés. C'est deux fascicules imprimés par l'IRIA qui étaient ce dont les gens pouvaient parler sans avoir besoin de connaissances techniques. L'ingénieur français n'est pas peu fier d'avoir retrouvé les mots qu'il avait écrits dans la bouche des dirigeants de l'époque. C'est ça qui a servi d'introduction au réseau en France. Au bout d'un an, je me suis aperçu que la plupart des gens qui parlaient au nom de l'État ou d'institutions racontaient ce qu'il y avait dans ce résumé, quoi. Sans jamais nous citer d'ailleurs. Louis Pouzin est resté en poste à l'IRIA jusqu'en 1980. En 2012, il a commencé à promouvoir l'idée d'un nouvel Internet. L'année suivante, l'ingénieur français a reçu le Queen Elizabeth Prize for Engineering avec 4 autres pionniers d'Internet. Robert Kahn, Vinton Cerf, Tim Berners-Lee et Mark Andreessen. Une décennie plus tôt, la France l'avait déjà décoré de la Légion d'honneur. Et voilà pour la formidable histoire de Louis Pouzin. Il va falloir connaître, un nouvel acronyme par cœur, TNE pour Territoire Numérique Éducatif. On se téléporte en Guadeloupe aujourd'hui pour en savoir plus. C'est le talk première partie.
Et au gosier, plusieurs invités pour le Prudent qui nous attendent. D'abord Gaël Musquet. Gaël, tu es notre envoyé spécial pour School TV, l'école du futur, dans l'archipel guadeloupéen, puisqu'une conférence très intéressante se déroule en ce moment sur ces territoires numériques éducatifs, en Guadeloupe notamment. Claudie Morvel-Villouin, vous êtes inspectrice au rectorat de l'Académie de Guadeloupe, en charge justement du numérique. La Guadeloupe a donc rejoint en 2021 les 12 départements tests choisis pour expérimenter ces TNE, des territoires numériques éducatifs, qui sont nés d'une question post-crise sanitaire. Comment assurer la continuité pédagogique et disposer d'outils numériques et formations adaptés aux usages? Claudie, concrètement, quelle est la mission que vous a donnée le ministère de l'Éducation nationale? Alors, le ministère de l'Éducation nationale a confié à la région académique de la Guadeloupe, et plus précisément à la délégation régionale académique pour le numérique pour l'éducation, la mission de mettre en place un dispositif national. Effectivement, vous l'avez dit, nous faisons partie des 12 territoires expérimentaux. Mais il faut préciser que le périmètre du cahier des charges national disait que c'était à l'échelon d'un département. Le ministère a accepté et validé le fait que pour la région académique de la Guadeloupe, puisque comme vous le savez, nous sommes une région monodépartementale, c'est aussi le périmètre de la région académique, c'est-à-dire les grandes îles, les petites îles du Sud, plus les 2 extensions régionales que sont la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et le PTEM de Saint-Barthélemy, sont aussi éligibles à ce dispositif national. Alors, la mission précise, c'est dans un premier temps, puisqu'il y a 4 volets, d'abord travailler avec les collectivités territoriales sur la problématique des équipements. Deuxièmement, et évidemment, dois-je dire, la formation des personnels, mais vous verrez aussi que nous contribuons à une acculturation des parents, puisque c'est le 3e partenaire institutionnel. Et enfin, il y a aussi le volet parents. Alors, quand je dis équipement, dans l'équipement, c'est permettre aux établissements scolaires, écoles, collèges, lycées, de publics et privés, de bénéficier de, et je répète ce que dit souvent notre recteur, aucun élève ne doit laisser l'école en Guadeloupe pour arriver au collège sans avoir été formé au et par le numérique, par l'utilisation des outils. Nous en avons pris 4, les objets programmables, les tablettes, l'ordinateur portable, l'utilisation, l'usage pédagogique d'un espace, un environnement numérique de travail. Voilà, aucun élève de notre région académique n'entrera au collège sans avoir été sensibilisé, formé et être en situation d'aller dans la pratique de ces outils et ressources numériques. Alors, aujourd'hui, je dois dire que être éligible au TNE, c'est le résultat d'un partenariat dynamique, volontaire avec les collectivités territoriales. D'abord les communes, le conseil départemental, le conseil régional. Mais nous avons fait le choix pour le dispositif en Guadeloupe. Nous avons proposé, ça a été aussi accepté par le ministère, que l'entrée pour le TND de la Guadeloupe soit les EPCI, c'est-à-dire les communautés d'agglomération. Puisqu'après quelques années de pratique de cette politique publique, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, il y a un principe qui devait guider toutes nos actions. C'est le principe d'équité territoriale. Vous le savez, nous sommes une petite académie, une petite région de la République française, et nous nous sommes dit que, après avoir aussi rencontré les conseils communautaires des différentes communautés d'agglomération, nous avons retenu le principe que l'entrée ne serait pas le département, mais les communautés d'agglomération. Je peux vous dire que le chef de file, je ne veux pas parler à sa place, mais le partenariat est réel. Par exemple, pour cet événement, il est sous-présent pendant les 3 jours. Au point où hier, par exemple, pour le volet parentalité, ce sont les communautés d'agglomération qui ont payé un bus pour que les parents se rendent sur le lieu de l'inauguration d'un espace parent à Bastet. Oui, absolument, Claudie. Et c'est vrai que vous nous le disiez, là aussi, ces TNE différents, les 12 territoires et départements au total qui ont été choisis pour cette expérimentation, eh bien, ils reflètent aussi des réalités économiques, sociologiques, géographiques et technologiques différentes. Gaël, tu connais très bien ce territoire de la Guadeloupe et de ces 7 îles, et aussi des îles qui sont accompagnées de façon académique par l'ensemble de la région. Tu la qualifierais comment ?
Mais en fait, c'est une région c'est un archipel, donc on a un continent, j'aime bien dire la Guadeloupe continentale, et évidemment des îles, les îles du Sud, les îles du Nord, qui sont là pour le coup attachées à la Guadeloupe continentale. Et donc on est sur ces territoires, malheureusement, parfois, dans une situation de double insularité qui se rapproche un peu à la ruralité, mais avec des problématiques de transport qui peuvent être parfois compliquées. On a des problématiques d'accès parfois aussi au numérique, même si ça s'est réduit avec l'accès à la fibre qui est arrivé un peu après le Covid sur l'accès au très haut débit. Et on est dans un bassin caribéen où les autres territoires caribéens, eux aussi, ont des budgets et des stratégies grâce à la Banque mondiale sur ces sujets-là. Donc là, on a une capacité, nous, en France, d'être un peu le navire amiral du numérique au niveau de la Caraïbe et de pouvoir porter en fait ces innovations et puis évidemment d'inspirer, mais aussi de s'inspirer des territoires caribéens qui sont à côté. Et justement, Claudie, ces 12 territoires au total, ça représente 1,3 million d'élèves sur le dispositif territoire éducatif du numérique démonstratif, en tout cas en démo. Combien pour les Antilles exactement d'élèves sont concernés? Alors, je ne vais pas vous donner les effectifs pour les Antilles. Parce que les Antilles, c'est aussi la Martinique. Oui, c'est vrai. Vous avez les Antilles françaises. Mais pour la Guadeloupe, seront bénéficiaires des actions et dispositifs inscrits dans le TNE 41 155 écoliers, 23 184 collégiens, 18 651 lycéens, pour 285 écoles élémentaires et maternelles, 86 collèges et lycées et 10 248 personnels qui sont responsables des usages pédagogiques des outils, ressources et services numériques pour lequel le TNE sera un levier. C'est très précis. Justement, je vais continuer sur ces 10 000 personnels enseignants et personnels qui vont être formés aux EdTech et aux outils numériques pour pouvoir justement mieux assurer cette continuité pédagogique à l'école. Comment est-ce que ces enseignants et ces enseignantes accueillent l'initiative? Comment est-ce qu'ils sont en train de tester, de se mettre littéralement dans les mains ces outils-là? Alors, je vais vous dire, ils n'ont pratiquement pas le choix puisque notre client principal, l'élève, c'est son environnement, c'est de son environnement dont il s'agit. Donc les enseignants, c'est vrai que dans un premier temps, comme tout adulte un peu inquiet, non sécurisé face au changement, ont marqué, puisqu'il faut savoir que le TNE arrive en 2022, mais la délégation numérique pour l'éducation au ministère et sa déclinaison académique, c'est depuis 2016. Donc nous avons déjà commencé à travailler sur la problématique du numérique pour l'éducation. Donc les enseignants, pour leur part, sont formés, puisque la Guadeloupe, ce sont des pôles de circonscription et de bassin d'éducation. Nous avons la chance d'être l'académie où il y a des conseillers pédagogiques spécialisés pour lancer le numérique pour l'éducation. Donc, dans un premier temps, nous faisons une offre de formation à public volontaire, mais il y a aussi, grâce aux chefs d'établissement et aux inspecteurs de circonscription, une offre de formation avec public désigné, que ce soit à distance ou encore en présentiel et ou en présentiel. Oui, mais je peux vous dire que question ressenti réel ou encore perçu, je pense que nos enseignants sont déjà prêts à poursuivre leur formation. C'est formidable de savoir qu'ils le sont, on en fait prêts et prêtes. Évidemment, cette collaboration entre monde de l'éducation et monde des startups, il est profitable à tous. C'est vraiment une situation de gagnant-gagnante. Sauf que s'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de solution tech à l'école. Gaël, là aussi, j'ai envie de pick your brain, d'aller titiller ton cerveau sur cette question. C'est vrai que le taux d'équipement des établissements guadeloupéens, il faut aussi pouvoir le booster pour réussir à ce que ces solutions tech guadeloupéennes puissent être mise à l'honneur et utilisée de façon vraiment effective. C'est aussi un coup de booster pour toi pour pouvoir résoudre cette fracture numérique et territoriale? Complètement. Là, sur un cas concret, cette émission, on a eu quelqu'un qui est venu m'aider à stabiliser la connexion Internet et j'ai pu expérimenter et voir depuis mon arrivée à quel point les personnes étaient à la fois mobilisées sur ces questions de l'accessibilité au réseau, à Internet et aussi la mise en réseau des différents équipements. C'est le premier point. Et le deuxième, effectivement, on a, dans le cadre d'exercices comme Cariboué, dans le cadre d'essais, de capteurs et d'expérimentation, la chance
aujourd'hui, de voir ces réseaux monter en puissance avec des opérateurs quand même qui sont présents au national et qui sont quand même bien représentés ici, la situation s'est beaucoup améliorée. Et donc, on a énormément de travaux ici, un nouvel hôpital qui est dans la même zone d'ailleurs que le rectorat, que les sapeurs-pompiers. Donc, on a vraiment une fédération là et un projet aujourd'hui de développement et d'accès à ces réseaux, y compris sur les îles, les autres îles de l'archipel, qui permettent à tout un chacun d'avoir accès à Internet de la meilleure manière qui soit. Et je salue même Saint-Barthélemy qui a fibré presque 2 fois le territoire avec 2 câbles qui arrivent sur la même station d'atterrage, mais qui permettent en fait à Saint-Barthélemy d'avoir une des meilleures conditions d'accès à Internet, puisqu'on a certains pontons de certains yachts qui sont équipés à un titre individuel de fibre optique et qui profitent évidemment à l'éducation. Bon, on ne va pas forcément tous aller faire la classe sur les yachts, mais en tout cas, on sait qu'on peut le faire avec cette expérimentation TNE en Guadeloupe sur les 7 îles de l'archipel. Tu as vu aussi beaucoup d'EdTech passer tout au long de ces jours de conférences au Gosier. Il y a des solutions guadeloupéennes dont tu te dis, elles sont formidables, elles pourraient être justement déployées en métropole aussi et par ailleurs ou dans d'autres territoires d'outre-mer. Complètement. Là, j'ai la chance d'avoir pu faire l'exercice Caribouive qu'on n'a pas réalisé malheureusement au mois de mars, là, la semaine dernière. Ça a été porté par le Parc Numérique, qui est une association. Et là, on a énormément de contenu et puis d'approches insulaires sur ces questions des risques majeurs. On va avoir une situation compliquée cet été. On a déjà une situation compliquée sur la sécheresse. Et c'est vrai que sur ces questions des risques majeurs, on peut effectivement avoir comme navire amiral et un peu comme sentinelle les territoires d'outre-mer. On a un Fab Lab qui est bien représenté aussi ici, qui travaille énormément sur les questions d'accès à l'impression 3D, d'accès à l'agroécologie, qui sensibilise un peu à tous ces enjeux qui sont liés à la résilience alimentaire sur un territoire insulaire qui, par définition, peut être très vite coupé du monde. On n'a que 30 à 40% de résilience alimentaire en Guadeloupe. Donc, il faut qu'on monte en puissance sur ces questions-là. Et donc, on a des initiatives sur ces questions. Des projets d'apprentissage des langues, des projets d'apprentissage des langues régionales, des projets sur l'accessibilité à des personnes qui sont en situation de handicap aussi. Toutes ces expérimentations-là, je reviens avec le Parc Numérique sur l'Hexagone, pour pouvoir inspirer les différents intervenants que j'ai l'occasion de rencontrer sur les différentes thématiques qui m'intéressent. Et on va y revenir justement dans la deuxième partie de cette émission spéciale Guadeloupe. Mais Claudie, je ne peux pas vous laisser repartir sans vous poser une question. Ces TNE, ils font aussi partie du plan France 2030. On sait que l'enveloppe pour pouvoir vous accompagner les 11 autres départements qui font partie de l'expérimentation, elle est de 200 millions d'euros au total. C'est suffisant comme enveloppe pour pouvoir co-créer cette école du 21e siècle parce que c'est vraiment l'idée du projet. Alors, il faut rappeler que les 7,4 millions qui sont octroyés et gérés par la Banque des territoires à la région académique de la Guadeloupe, c'est du cofinancement. Cela signifie, et puisque nos partenaires et collectivités territoriales sont d'accord pour apporter leur contribution, cela veut dire qu'en réalité, au bout des 3 ans de ce dispositif, bien, nous dépasserons les 7,4 millions d'investissements, que ce soit sur le volet équipement ou encore le volet de la parentalité. Alors, il faut dire aussi, et je vous ai entendu interroger Gaël sur cela, que depuis 2016 à aujourd'hui, on peut dire que 100% des écoles primaires et ou élémentaires sont équipées. Les communes ont joué le jeu et c'était toujours du cofinancement, une part de l'État, une part de la commune. En ce qui concerne les collèges et lycées, les 2 collectivités majeures, conseil départemental et conseil régional, on peut dire qu'on en est à 80% d'équipement des établissements. Alors, c'est vrai que la problématique de la connectivité est posée. Nous travaillons avec l'opérateur historique. Nous avons en ce moment en notre possession un document qui nous fait savoir l'état des lieux et une analyse de besoins et des pistes de réponse pour chacun des établissements scolaires de la Guadeloupe, tout en sachant que dans le SDRAC, le schéma de développement de désenclavement numérique de la Guadeloupe porté par le conseil régional, les bâtiments scolaires sont des bâtiments prioritaires. Donc, en ce qui concerne le numérique pour l'éducation, oui, on peut dire que nous sommes
nous sommes en train de continuer notre route. Et on continuera à suivre justement ce chemin, cette route et cette construction avec vous. Merci infiniment, Claudie Mauvrel-Villouin, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes inspectrice au rectorat de l'Académie de Guadeloupe en charge du numérique. Gaëlle, tu restes avec nous parce que dans un instant, merci encore à vous, Claudie. Gaëlle, tu restes avec nous évidemment parce que dans un instant, on va essayer de comprendre ce qui se passe du côté des startups justement EdTech dans les Outre-mer au pluriel et dans toute leur complémentarité. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap d'Edouard Degnaud. Tiger, baby. I'm Titan the tiger, baby. You're like a little fox. Yes, you are, baby. Et vous êtes bien de retour sur le plateau de l'École du Futur. On est toujours en compagnie au Gosier, en duplex, avec Gaëlle Musquet. Gaëlle, tu es notre envoyée spéciale dans l'archipel, justement pour pouvoir revenir sur cette grande conférence sur les territoires numériques éducatifs en Guadeloupe. Tu es aux côtés de Pascal Pierre-Louis, cofondateur du Parc numérique. Pascal, c'est l'association qui accélère l'EdTech dans les Outre-mer. On en parle avec vous dans un quart de seconde, mais d'abord, Damien Douany a une idée derrière la tech ici en plateau à Paris. Marjorie, est-ce que tu aimes jouer au Cluedo? J'ai aimé jouer au Cluedo, mais c'est le professeur Moutarde dans la chambre avec le chandelier. Voilà. Toujours. Donc, oui, en gros, c'est ça. Moi en général, j'aime bien le professeur Violet. Ben, justement, dans le rôle du colonel Moutarde, qui a essayé d'assassiner une start-up dans le salon dans le petit salon de Wall Street, aujourd'hui, je nomme ChatGPT. Ben, oui, encore lui. Je vais vous reconstituer très rapidement la scène de crime. Elle s'est passée entre le 2 et 3 mai 2023, dans la nuit. Le portrait de la victime, c'est Chegg, qui est une plateforme de révision en ligne et qui propose du soutien scolaire et des bases de données de révision. Et l'arme du crime, eh bien, c'est une baisse de la valeur de l'action de 50%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Alors, en fait, s'il y a bien une personne d'abord à incriminer, c'est le patron de Chegg lui-même, Dan Rosenzweig, qui, dans un accès de franchise incongru, lors de la présentation des résultats du premier trimestre de la société, a imputé la baisse de 7% de ses revenus à ChatGPT. Je le cite, « Depuis mars, nous avons observé un pic
significatif de l'intérêt des étudiants pour ChatGPT, nous pensons désormais que cela a eu un impact sur notre taux d'acquisition de nouveaux clients. Correction de marché immédiate, un peu violente, le marché est très courageux, on le sait, fuyons. Eh bien, non seulement le cours de la bourse a dévissé, le cours du groupe, en bourse a dévissé de 49%, mais il a aussi entraîné avec lui d'autres valeurs de la tech américaine, jusqu'à 15% pour certaines d'entre elles. Et en gros, ce qui a été sanctionné, pour faire simple, c'est un secteur qui est désormais perçu comme trop vulnérable à la vague de l'intelligence artificielle générative. Mais est-ce que c'est pas un peu trop simple, un peu trop facile d'incriminer ChatGPT? Si, bien sûr, oui, très, très clairement, tout au moins c'est tout à fait possible. Si Chegg en fait a été tant touché par ChatGPT, c'est qu'il serait perçu, ChatGPT, comme on va dire en capacité plutôt de remplacer une partie de la start-up ou des produits de la start-up qui, dont je le rappelle, en fait, vous ne le savez pas, vous n'êtes pas américain, mais en gros, un des produits d'appel de la société, c'est de faire appel à des experts qui vont relire les devoirs des élèves et éventuellement les corriger. Et donc, ChatGPT, lui, ici, est vu comme un expert qui va être capable de les corriger et donc de faire un travail à la place de l'humain. Le problème, c'est qu'une IA, elle n'est pas omnisciente. Une IA, elle est construite, elle est entraînée sur un jeu de données qui est défini. Et donc, il arrive souvent, d'ailleurs, qu'il y ait des réponses fausses. Avec un aplomb fabuleux d'un consultant de McKinsey. Et donc, il y a une mécompréhension. Ici, les investisseurs qui, eux, vont se dire que l'IA, c'est super, ça va permettre de baisser les coûts, peut-être, quelque part. Et ça veut dire aussi que les investisseurs sous-estiment l'intérêt pour les élèves d'utiliser ou de faire face à des vrais humains pour corriger leurs devoirs. Est-ce que ça révèle pas quand même une grande fébrilité sur ces sujets, à la fois de la part des investisseurs, mais aussi de la part du marché tout court? Si, complètement. En fait, ça, d'abord, une fragilité ou une fébrilité, peut-être une non-compréhension de ce qui se passe. Dans tous les cas de figure, ça révèle très clairement une peur d'une fragilité du marché de l'éducation face aux chatbots dits intelligents. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ChatGPT ou un autre chatbot, ça fait l'illusion, ça fait un tour de magie, ça écrit bien, mais ça ne remplace pas l'expertise thématique d'un vrai expert. Et manifestement, on va dire une partie des élèves, cependant, qui utilisaient Chegg, préfèrent, parce que c'est gratuit certainement, aller vers ChatGPT. Donc, on est sur une ligne de crête. Une ligne de crête où, en gros, d'un côté, on a des technosolutionnistes qui se disent « il faut aller là-dessus », d'autres qui se disent « mais non, c'est du techno-scepticisme, l'humain a encore sa place et il faut prendre un peu de recul par rapport à tout ça ». Et le paradoxe de tout ça, c'est qu'en fait, en réaction à cette annonce, la société Chegg elle-même a dit on va combattre le mal par le mal. Si apparemment les gens ils aiment bien ChatGPT, on va travailler avec OpenAI, qui est en fait la société qui produit ChatGPT pour développer un nouveau produit qui s'appelle CheggMate, qui sera une sorte de ChatGPT basé sur les données de Chegg. Donc en fait, en résumé, l'histoire, c'est quoi? Ce qu'il faut retenir, c'est que il y a de l'ébullition, la tech, c'est un marché fragile et on ne sait pas trop comment positionner ce marché par rapport à l'intelligence artificielle. Mais là où c'est intéressant de la part de Chegg, c'est comme ils ont un jeu de données existant depuis une dizaine d'années, ils ont des données très qualitatives. Et là où c'est intéressant, c'est de te dire que s'ils utilisent les technologies de GPT-4, sur la base de leurs données, eh bien peut-être ça peut donner quelque chose d'hyper intéressant et c'est ce qu'on va voir. Et peut-être que ces verticales, ces intelligences artificielles verticales spécialisées, c'est peut-être ça qui sera la clé de sortie du EdTech versus l'IA. Eh bien écoute, on suivra ça notamment avec toi et puis note pour plus tard, ne pas être trop sincère face au marché quand on présente ses résultats. Ça, c'était plutôt le conseil du jour, ou plutôt il y a quelques jours, pour Dan Rosenweig, le patron de Chegg, cette tech américaine qui a donc chuté en bourse face à son annonce de collaboration avec OpenAI. Tu restes à mes côtés, Damien, bien évidemment, parce qu'on va repartir du côté du gosier de la Guadeloupe avec Gaël Musquet et avec Pascal Pierre-Louis. La Guadeloupe peut-elle devenir l'archipel de l'EdTech? Et puis, comment travaille-t-elle à co-créer cet écosystème de l'éducation numérique dans les territoires d'outre-mer? C'est au menu du talk, deuxième partie. Et on vous retrouve, messieurs, toujours au gosier. Vous avez bien de la chance, dis donc. Gaël Musquet, tu es notre envoyé spécial aujourd'hui dans cet archipel guadeloupéen. Pascal Pierre-Louis, vous êtes le cofondateur du Parc numérique avec un K, l'association qui accélère la tech dans les Outre-mer. Je vais vous poser la question directement, Pascal. Est-ce que la Guadeloupe peut devenir l'archipel de la tech? J'imagine que vous allez me dire oui, parce que vous avez monté en 2019 cette association, le Parc numérique, avec Ronnie Rousseau et Grégory Guilou, 3 experts du digital, me dit-on, engagés dans la lutte contre le décrochage scolaire. Vous êtes les chevaliers blancs de l'EdTech, messieurs? Ah ben oui, on peut tout à fait le dire, parce que pour le storytelling, comme on dit, on a été avec avant le Parc numérique, avec une structure qui s'appelle EROM, donc École Robot Outre-mer,
les seuls adhérents à EdTech France. On se dit, mais c'est pas possible. On est les seuls adhérents d'outre-mer à EdTech France. Donc il y a un problème. Et est-ce que la EdTech est reconnue sur nos territoires? Vous avez dit, mais non, il n'y a pas de EdTech sur les territoires d'outre-mer. Donc nous avons décidé de valoriser, de fédérer, de structurer la filière EdTech sur les DROM. Et c'est comme ça que l'aventure EdTech Outre-mer est née. L'idée, si je comprends bien, c'est à la fois d'accélérer le développement des outils EdTech, mais aussi la formation de la communauté éducative au numérique. Concrètement, ce que vous faites, c'est d'accélérer la transition numérique de l'éducation dans les Outre-mer, au pluriel et dans toute leur complémentarité. Tout à fait, c'est aussi vouloir faciliter les échanges, des rencontres avec les différentes tech, et puis surtout permettre aux institutions, aux collectivités, aux établissements de recherche, aux centres de formation, de savoir qu'ils peuvent s'appuyer sur des outils digitaux, numériques innovants pour permettre à tout le système éducatif de progresser et surtout d'être up-to-date, comme on dit, pour quand nos jeunes viennent sur d'autres territoires, comme l'Hexagone, qu'ils soient bien à niveau. Sauf que moi aussi, je suis up-to-date, comme vous dites, Pascal, et j'ai bien appris, au contact notamment de Gaël, il y a autant d'outre-mer que de challenges différents, que de spécificités liées à chacun de ces territoires. Gaël, toi, tu les décrirais comment? Il y a des complémentarités, il y a des points communs, mais il y a aussi des challenges spécifiques, encore une fois. Ah oui, complètement. Le climat, même si on reste sur des zones tropicales, quand on pense à Saint-Pierre-et-Miquelon, on a des problématiques sur les grands fonds, on a de l'accessibilité, de la proximité aussi par rapport à nos voisins, à Mayotte, le Mozambique ou l'Afrique. La Réunion, souvent quand je discute avec eux, ils me disent, tu sais, en dessous de nous, on n'a personne, c'est le pôle Sud, mais on a la proximité avec Maurice, avec Rodrigue, avec l'Afrique du Sud, et la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Pareil, sur la mer de Tasman, du côté de la Nouvelle-Calédonie, on a la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Bref, tous ces bassins, en fait, donnent une spécificité régionale, en fait, à ces territoires, parce qu'ils vont pouvoir échanger, et ils échangent directement avec ses voisins. Ça va teinter aussi, évidemment, par rapport aux langues régionales, par rapport à l'immensité. Quand on parle de la Polynésie, c'est grand comme l'Europe. Donc forcément, la mobilité n'est pas la même. Et évidemment, la manière d'apprendre doit s'adapter à ces problématiques de transport qui sont éminemment complexes sur la Nouvelle-Calédonie, y compris pour la partie médicale. Donc effectivement, chaque territoire est... On pourrait revenir sur la Guyane, par exemple, où on est sur des territoires forestiers qui sont immenses et où il faut évidemment, encore une fois, en fonction des transports, adapter la formation, l'éducation, le suivi des élèves. Et tout ça permet aussi de créer énormément de sérendipité, de méthodes, de manières d'apprendre différentes. Et évidemment, Pascal, ces outre-mer au pluriel et dans toute leur complémentarité et leur spécificité, ça vous permet aussi de pouvoir apprendre différemment de l'implantation des EdTech et de la porosité entre les systèmes éducatifs et ces technologies. Je crois que vous venez de mener notamment une initiative à Mayotte. Là aussi, ce sont des problématiques extrêmement différentes, surtout en ce moment avec l'actualité brûlante. Qu'est-ce que vous avez appris sur place ? C'est vrai que Mayotte, c'est un territoire qui est très en tension, contraint, on le voit avec l'actualité, mais aussi c'est un territoire qui a énormément un potentiel énorme, puisque 50% de la population a moins de 17 ans, et la population éducative, c'est un vrai challenge même pour l'État. Donc nous, à travers des différentes solutions innovantes, on va justement démontrer que l'utilisation de ces solutions EdTech et innovantes sont adaptables aussi sur nos territoires, et nous pouvons, à travers ces solutions, donner de la visibilité et valoriser la EdTech ultramarine, puisqu'elle existe, et de la valeur sur ces territoires, et notamment au niveau de Mayotte, par exemple. Les jeunes ont besoin accru de connaissances du numérique, et ce sont des jeunes qui ont un beau potentiel.
on en a, malgré toutes les difficultés qu'ils ont, on arrive à trouver des jeunes qui sont motivés pour créer justement et valoriser cette filière. On se posait la question tout à l'heure avec Gaëlle et avec Claudie sur la partie ministère de l'Éducation nationale et académie tout court de la Guadeloupe. Les EdTech qui participent justement à cette expérimentation sur les TNE, certaines passent notamment par le parc numérique. Comment est-ce que vous les voyez évoluer? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges qui sont faits entre ces départements qui ont été choisis pour porter ces expérimentations sur les territoires numériques éducatifs. Est-ce que vous sentez que certaines pépites guadeloupéennes peuvent aussi, du coup, apporter des solutions en métropole? Ah, tout à fait. Il y a déjà des pépites sur d'autres secteurs du numérique. Certaines startups, par exemple en agritech, sont très performantes et vont porter justement des solutions guadeloupéennes à l'international sur des pays d'Afrique, voire sur l'Hexagone. Donc, on a aussi la chance d'être un petit laboratoire pour l'Hexagone. C'est un laboratoire qui a des avantages et une vraie valeur ajoutée sur la continuité territoriale. Parce que quand la France s'endort, l'outre-mer, les Antilles sont encore éveillées. Et c'est là où il faut justement apporter à nos jeunes de la formation, des qualifications, pour qu'ils puissent travailler pour des grands groupes, travailler pour des grands comptes et continuer ce travail de continuité territoriale sur différents territoires. Vous avez les Antilles, la Martinique et la Guadeloupe proches à proximité des États-Unis, Mayotte à proximité de l'Afrique, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, c'est plus le Japon et l'Australie. Donc, on a vraiment une vraie possibilité de pouvoir rendre internationale la possibilité de développement de nos territoires. Et le numérique le permet. C'est plus le tour du monde en 80 jours, mais le tour du monde en 80 heures grâce à vous et grâce à l'EdTech, Pascal et Gaëlle. Côté justement financement et côté partenariat pour pouvoir justement réussir à exploiter le meilleur de ces EdTech guadeloupéennes et ultramarines, ça fonctionne comment? Vous travaillez avec du partenariat public-privé, avec la French Tech notamment? Alors, sur le TNE, c'est un autre dispositif porté par l'État. Et aujourd'hui, c'est une formidable opportunité pour la Guadeloupe de pouvoir vraiment développer plusieurs secteurs de l'éducation, le premier degré, le second degré, avec une manne, on va dire, de 7 millions d'euros qui va permettre vraiment de pouvoir investir dans des solutions innovantes, de pouvoir améliorer l'existant, de permettre aux jeunes de s'approprier, de s'acculturer au numérique. Et c'est là vraiment la chance, parce que c'est quand même la Guadeloupe, c'est le seul territoire d'outre-mer à être lauréat avec 11 autres territoires hexagonaux. Donc, c'est vraiment la chance pour ce territoire au niveau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, de pouvoir mettre en place de nouvelles solutions, de tester des innovations et de pouvoir justement profiter de la valeur ajoutée de nos rôles modèles comme Gaëlle, par exemple, où il apporte à nos jeunes des étoiles dans les yeux. Donc après, c'est le mimétisme qui se met en place pour que ces jeunes ils veulent devenir un Gaël Musquet. Et on en a plein, Donc, comment ça, vous avez plein de Gaël Musquet, vous me les avez cachés, dites donc. Vous avez plein de Gaël Musquet, vous les avez cachés. Ça tombe bien, justement, Gaëlle, je vais te donner le mot de la fin parce qu'on est en total FOMO avec Édouard Degnaud et avec Damien Douany ici en plateau, de ne pas avoir pu vous rejoindre à la Guadeloupe, toi, Pascal et Claudie. Toi, quel est vraiment le souvenir avec lequel tu repars de cette conférence sur les TNE, sur l'éducation, sur l'EdTech, le fait de te dire que la Guadeloupe, encore une fois, ça peut être l'archipel des startups de l'EdTech tout court? Là, on entend un petit bruit de fond tout à l'heure. En fait, il y a énormément de monde derrière. On a tous les acteurs qui sont réunis ici.
il y a énormément de volonté. Je dis souvent que mon métier, c'est 80% d'humain, 20% de technique. Bon, là, on a les 80% d'humains, de personnes, d'hommes, de femmes qui sont très engagés. J'ai pu discuter avec quelques étudiants hier sur l'administration réseau et système. Et en fait, ce qui me réjouit là en repartant, c'est de voir à quel point, en fait, ce que l'on essaie de transmettre aujourd'hui est vraiment teinté des problématiques que l'on a ici. On a des difficultés de l'accès à l'eau potable, on a des difficultés sur la continuité territoriale, sur les transports. Et donc là, on a vraiment, grâce au numérique, une vraie opportunité de montrer comment on arrive à surmonter ces problèmes-là et comment, évidemment, sur des problématiques qui sont prégnantes aujourd'hui sur le territoire hexagonal, on va réussir à porter tout ça. Et donc, je reviens avec tout ça la semaine prochaine sur Paris. Démonstration grandeur nature. Complètement. Démonstration grandeur nature avec toi, Gaël. Merci infiniment d'avoir réuni tous ces invités autour de toi en direct depuis le Gosier. Merci Pascal Pierre-Louis, cofondateur du Parc Numérique. Merci aussi à Claudie qui était avec nous tout à l'heure. Merci comme toujours à Damien Douani. On se retrouve nous dès demain pour d'autres aventures dans l'école du futur.